Catherine s'est rendue chez sa belle-mère en avance. Elle savait que Dolores, comme souvent lorsqu'elles étaient seules, la harcèlerait encore avec insistance sur l'absence d'enfant. Mais la jeune femme se souvenait aussi que c'était l'anniversaire de sa belle-mère aujourd'hui, ce qui signifiait qu'elle devait se montrer patiente pour que tout se passe bien. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Après tout, celle qui fêtait son anniversaire voulait le célébrer dans leur maison de campagne, en petit comité familial, n'invitant que 2 amis. Le pressentiment de Catherine ne l'avait pas trompée. À peine entrée dans la petite maison, au demeurant fort coquette, sa belle-mère commença à se plaindre de sa vie. Et plus que tout, assurait-elle, elle voulait tenir des petits-enfants dans ses bras, et il n'y en avait toujours pas. Vous et Mike, vous avez tous les deux bien plus de 30 ans maintenant. 13 ans de mariage, et pas de fils, pas de fille. Comment est-ce possible ? Protesta l'hôtesse. Je sais que ton congé maternité pourrait causer des problèmes d'argent. Et alors ? Tout le monde passe par là. Et Mike gagne bien sa vie. Il a sa propre entreprise. Tu peux bien te passer de ton argent pendant un certain temps. Après tout, le salaire d'une serveuse n'est pas si élevé. Et ne m'oublie pas. Quoi ? Je ne vous aiderai pas ? Si tu veux, tu pourras retourner travailler plus tôt. Je garderai le bébé. Catherine essaya de ne pas discuter ni de s'expliquer. Elle aida simplement à préparer une belle table pour l'arrivée des invités. Dolores refusait de commander des plats au restaurant ou d'acheter des repas tout faits. Selon elle, les plats de restaurant manquaient de l'essentiel, une âme. « Je sais ce que tu vas dire », lança la femme, balayant d'un revers de main les protestations de sa belle-fille. Les chefs dans les restaurants sont des professionnels, et tout le tralala. Et alors ? Nous allons préparer des salades maintenant. Et en même temps, nous leur parlons presque, nous leur transmettons notre bienveillance. Est-ce que ça se passe comme ça dans ton restaurant ? Non. Et avec les plats préparés ? Tu ne sais même pas de quoi ils sont faits, alors ne discute pas. Dis-moi plutôt ceci. Et Dolores se mit à exiger une réponse. Pourquoi Catherine était-elle venue au village en bus plutôt qu'en voiture avec son mari ? Elle ne tenait pas compte du fait que Mike devait travailler aujourd'hui, car ses affaires l'exigeaient. Non, tout est de travers avec vous, grommela-t-elle. Les autres vont toujours aux événements ensemble, et vous, séparément. C'est pour ça que beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu. Vous vivez ensemble depuis tant d'années, mais il n'y a toujours pas d'enfant. N'écoutant que d'une oreille sa belle-mère, Catherine pensait simultanément qu'elle avait raison sur certains points. En effet, son mari aurait pu tout remettre à plus tard aujourd'hui. Après tout, c'était l'anniversaire de sa mère, et il n'avait même pas préparé de cadeau digne de ce nom, se contentant d'acheter une broutille insignifiante. Au moins, moi, j'ai préparé ce dont Dolores avait besoin et ce dont elle rêvait vraiment, pensa la jeune femme avec un sourire. De quoi ris-tu ? Demanda sa belle-mère, surprise et offensée. Je suis là à t'ouvrir mon cœur, à te dire que je ne peux plus vivre sans petits-enfants, et tu ris. Je ne ris pas, l'assura Catherine. Je regarde simplement comment tu t'actives à la table. Tu ne fais pas que faire les choses. Tu les fais bien et joliment. C'est pour ça que j'ai souri. Vraiment, s'étonna Dolores. Je n'ai jamais pensé à la beauté à la table de cuisine. Ainsi, tantôt en se disputant, tantôt en parlant de tout et de rien, la belle-mère et la belle-fille parvinrent tranquillement à préparer la table de fête. Comme Dolores préférait vivre à la campagne en été et ne venait dans son appartement en ville qu'en cas d'absolue nécessité, elle n'eut aucune difficulté. Il y avait suffisamment de vaisselle et de produits nécessaires. Le réfrigérateur assez ancien, apporté ici il y a quelques années, fonctionnait de manière fiable. Il n'y avait aucun problème avec la cuisinière à gaz, et tout le reste était, comme on dit, à portée de main. À l'heure convenue, les invités commencèrent à arriver. D'abord vint Betty, l'une des amies de la reine du jour. C'était une femme assez joyeuse dont l'amitié avec Dolores remontait à leur jeunesse. Puis Tiffany arriva. Les 2 amies avaient été conduites à la maison de campagne par leur fils. Dolores les invita tous les 2 à entrer, à se reposer et à manger quelque chose de bon, mais les 2 jeunes hommes déclinèrent poliment, prétextant être occupés. Mike fut le dernier à arriver. Tendant un cadeau à sa mère et la félicitant, il s'assit à table sans attendre d'invitation et se mit à parler de contrats et d'autres affaires, comme s'il ne réalisait pas que ni sa mère ni ses amis ne comprenaient rien au commerce. Quant à sa femme, bien qu'elle ait une certaine connaissance des affaires grâce aux nombreuses années d'efforts de son mari, elle ne prêta que peu d'attention à son récit, se contentant de hocher la tête. Un peu plus tard, lorsque la reine de la fête et les invités s'installèrent à table,
la belle-mère et la belle-fille réussirent à interrompre le discours de Mike en redirigeant son attention vers l'anniversaire et les plats sur la table. Les invités apprécièrent particulièrement une des salades au nom complexe, dont Dolores avait trouvé la recette sur Internet. Elle la préparait pour la première fois et craignait qu'elle ne soit pas très bonne. Elle avait donc décidé de n'en préparer qu'une petite quantité. Mais maintenant, à table, voyant à quelle vitesse le plat disparaissait, elle décida de jouer la carte de la prudence pour éviter une situation embarrassante. « Catherine, s'il te plaît, va à la cave et apporte. » Elle nomma les ingrédients nécessaires. « Tu te souviens des proportions, n'est-ce pas? Il faut refaire de cette salade. Tu vois, tout le monde l'a aimé. »« Et donne-nous la recette pendant que tu y es, » demanda Betty. « Je la fais pour moi demain, c'est certain. » La cave était faiblement éclairée par une petite lampe. En regardant autour d'elle, Catherine vit 2 petits sacs contre le mur du fond. Supposant que les légumes nécessaires pouvaient y être stockés, elle vérifia par précaution les coffres étroits qui se trouvaient le long des murs latéraux, puis se dirigea vers les sacs. Dans l'un d'eux, elle sentit quelque chose de petit et de dur, probablement des pommes de terre, devina-t-elle, et ouvrit l'autre sac. À la surprise de Catherine, au lieu de carottes, de choux ou de quelque chose de semblable, elle y trouva des vêtements. Supposant que les légumes se trouvaient peut-être au fond, elle sortit un ensemble de vêtements féminins du sac. Sans y prêter beaucoup d'attention, pensant que les légumes étaient en dessous, Catherine plongea sa main plus loin. Ses doigts touchèrent quelque chose de long et d'élastique. Essayant de comprendre ce que c'était, elle vida tout à ses pieds. Ne comprenant pas à quoi ces trouvailles pouvaient être liées, elle regarda les pantoufles de femme et les baskets de qualité plutôt correcte qui gisaient devant elle. Étrange, pensa-t-elle. Pourquoi Dolores cacherait-elle tout ça ici? Bon, les pantoufles, d'accord, mais je ne l'ai jamais vue en basket. Les vêtements n'étaient pas non plus du genre de ceux que portait sa belle-mère. En effet, la garde-robe de la mère de Mike ne contenait ni jeans ni de tels t-shirts. De plus, les vêtements trouvés ne correspondaient pas à la taille de sa belle-mère. Elle ne rentrerait jamais là-dedans, pensa Catherine en examinant l'un des t-shirts. Et de toute façon, les femmes de son âge ne portent pas ce genre de choses. Seules les jeunes filles portent des t-shirts pareils. Tout cela est très étrange. Assise prudemment sur le deuxième sac, qui, comme elle le découvrit plus tard, contenait les légumes nécessaires, Catherine se demanda comment tout cela a-t-il pu se retrouver à la cave et dans un sac? Et où sa belle-mère aurait-elle pu se procurer de telles choses? Peut-être les a-t-elle trouvées quelque part, spécula la jeune femme. Mais alors, pourquoi les amener à la cave? Après avoir envisagé plusieurs possibilités pour l'apparition de ce sac étrange, Catherine conclut que Dolores n'y était pour rien. Alors, ce devait être Mike le responsable des jeans, des t-shirts et des autres affaires. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Et si? Une pensée lui traversa l'esprit. Ce sont les affaires de sa maîtresse. Peut-être qu'il l'a rencontrée ici et que, pour tout cacher, il les a descendus à la cave. Cette possibilité plutôt désagréable lui parut la plus plausible. Après tout, il y avait eu des moments où son mari s'absentait un jour ou deux, expliquant cela par des voyages d'affaires urgents. N'aurait-il pas pu, sachant que sa mère ne quitterait pas la ville ces jours-là, passer du temps avec sa maîtresse à la maison de campagne? Mais alors, pourquoi traîner les affaires jusqu'à la cave? Se demanda Catherine. Eh bien, il fallait bien les cacher quelque part pour que sa belle-mère ne les trouve pas. Arrivée à cette conclusion, Catherine décida de ne pas montrer qu'elle soupçonnait son mari d'infidélité. Remettant tout ce qu'elle avait trouvé dans le sac, elle ouvrit l'autre, y trouva les légumes nécessaires et se dirigea vers les escaliers. Lorsque Catherine eut rapidement coupé les légumes et entra dans la pièce où se trouvait la table de fête, sa belle-mère discutait vivement de quelque chose avec ses amis, et Mike, s'étant approché de la fenêtre, parlait à quelqu'un au téléphone. En écoutant attentivement, elle comprit qu'il donnait des conseils d'affaires à quelqu'un. Mais si elle s'était approchée, elle aurait entendu qu'il parlait à une femme. L'interlocutrice, de toute évidence proche de lui, comprenait les recommandations de Mike comme il le souhaitait et ne se gênait pas. Elle l'appelait parfois par des noms affectueux, puis se mettait soudain à se plaindre de quelque chose. Mike parlait à Sarah, la jeune fille que Catherine avait vue une ou deux fois. Selon lui, Sarah représentait les intérêts d'un partenaire commercial. À l'époque, Catherine ne s'était doutée de rien. La fille agissait naturellement et parlait à Mike comme le font des collègues dans un bureau. Son mari menait une double vie depuis plus de 2 ans. Il agissait avec prudence, grâce à cela, Catherine n'avait aucun soupçon. Le lieu de rencontre des amants était la maison de campagne. Pour éviter l'inconfort en hiver, Mike avait installé des radiateurs électriques dans la maison.
En son absence, les appareils maintenaient la température juste au-dessus de 10 degrés Celsius et réchauffaient rapidement la pièce en cas de besoin. Sarah avait apporté certaines de ses affaires à la maison de campagne dès le printemps. Après tout, les vêtements de travail n'étaient pas très adaptés à une romance. Malheureusement, avec l'arrivée des beaux jours, les amants rencontrèrent des difficultés. Désormais, ils ne pouvaient plus rester à la maison de campagne plusieurs jours comme en hiver. Dolores était originaire de la campagne. Bien qu'elle ait vécu en ville pendant longtemps, allant à l'école puis entrant immédiatement dans un établissement d'enseignement, ne rendant visite à ses parents que pendant les vacances, la longue vie citadine n'avait pas effacé son amour pour le mode de vie rural. Ayant acheté la maison de campagne, elle l'améliorait constamment, essayant de la rendre plus confortable. « Un jour, je déménagerai ici pour de bon », disait-elle avec un sourire mais une légère tristesse dans la voix. C'est la vraie vie, l'air pur, la liberté. Et si la neige bloque la route en hiver? Et alors? Je sais encore tenir une pelle et les rues du village sont toujours déneigées. Habituellement, Mike était prévenu à l'avance de l'arrivée de sa mère à la maison de campagne. Il emballait alors soigneusement les vêtements de Sarah dans une vieille valise et la montait au grenier. Mais récemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sa mère ne l'a pas appelé ni prévenu qu'elle venait à la maison de campagne en fin de journée pour y rester quelques jours. Dolores l'a appelé alors que le bus approchait déjà du village. Elle a demandé à son fils de passer à son appartement et d'apporter le grand sac qui se trouvait dans le couloir le matin. « N'oublie pas de prendre 4 bocaux dans le frigo », lui rappela-t-elle. « Je ne les ai pas sortis moi-même pour que rien ne s'abîme. Et si tu ne viens pas chez moi aujourd'hui, garde-les dans ton frigo à la maison jusqu'au matin. » Sarah se changeait presque à la course. Pour gagner du temps, Mike a simplement jeté ses vêtements et ses chaussures dans un sac blanc et l'a descendu à la cave. Après cela, les amants sont montés dans la voiture et se sont dirigés vers la lisière du village, à l'opposé de la gare routière. Ce n'était qu'à quelques minutes de marche. La célébration de l'anniversaire s'éternisa. Les fils des amis de Dolores vinrent les chercher alors que le soleil se couchait déjà à l'horizon. « Vous feriez mieux de rester ici », suggéra la belle-mère à sa belle-fille et à son fils. « Il y a assez de place. Il y a un canapé dans la deuxième pièce. Il se déplie. Donc, c'est comme un vrai lit double. Restez, les enfants, invita Dolores. » Catherine n'y voyait pas d'inconvénient, mais en regardant son mari, elle comprit immédiatement qu'il n'était pas ravi de cette option. Selon Mike, un contrat important pourrait tomber à l'eau à cause de son absence au bureau aujourd'hui. Dolores se mit à persuader son fils. Catherine garda le silence. Son soupçon concernant la maîtresse se raviva. Après tout, des vêtements et des chaussures de femme n'étaient pas apparus dans la cave sans raison. Après quelques cajoleries, Mike accepta. De plus, après un autre appel téléphonique, qu'il dit être avec un collègue, il se calma un peu. Mais bientôt, un autre appel arriva. « C'est inutile, » dit Mike avec colère. « Nous devons y aller. Ils viennent de se souvenir de l'audit trimestriel, et rien n'a encore été fait là-bas. Donc, nous devrons rester au bureau jusqu'au matin. Rien de bon n'en sortira si nous ne le faisons pas. » En regardant son mari changer, Catherine pensa que les choses allaient peut-être vraiment mal. Il pouvait en effet s'agir d'une inspection sérieuse. Il ne lui vint jamais à l'esprit que, tout comme la dernière fois, Mike parlait à sa maîtresse, qui, pour la voir aujourd'hui, prétendait être enceinte. Comme Mike avait bu à la fête d'anniversaire, il ne pouvait pas conduire. Ils durent attendre environ une demi-heure pour un taxi. Pendant tout ce temps, Mike resta dehors, fumant cigarette sur cigarette. L'humeur de l'homme d'affaires était exécrable. Sarah, en parlant de sa grossesse, exigeait de lui des actions concrètes et décisives. Elle insistait sur le fait que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi et qu'elle ne ferait rien pour résoudre le problème. Finalement, il partit. Catherine resta à la maison de campagne avec sa belle-mère. Ensemble, elles débarrassèrent la table et firent la vaisselle. Les conversations portaient sur des banalités. Dolores dit qu'elle avait vraiment apprécié le festin d'aujourd'hui et qu'elle était heureuse que son fils et sa belle-fille aient accepté de passer la nuit. C'était juste dommage que Mike ait dû partir. Et si? Une pensée traversa l'esprit de Catherine. Elle décida qu'il valait mieux interroger sa belle-mère dès maintenant sur ces étranges affaires de femme. « Quelles affaires ?» ne comprit pas Dolores. « Je n'ai rien pris dans aucun sac là-bas. Va le chercher. Voyons voir ce que c'est. » En examinant le contenu, la belle-mère se contenta de hausser les épaules. « Je n'imagine même pas d'où tout cela peut venir. Et dans la cave, en plus. J'y ai fait un grand ménage ce printemps. »
La seule explication, selon elle, pouvait être que Mike, en aidant sa mère à faire quelque chose, avait peut-être trouvé le sac dans la cour. D'où venait-il? Peut-être que quelqu'un ne voulait pas le porter jusqu'aux poubelles et l'a simplement jeté par-dessus la clôture. Et Mike a probablement pensé que je ne l'avais pas rentré en déchargeant quelque chose de la voiture. Il a dû décider que c'était à moi et l'a descendu à la cave. Il faut l'emmener à la décharge, conclut Dolores. S'il te plaît, vas-y. Ce n'est pas loi. Ayant jeté les vêtements et les chaussures dans le sac, la belle-mère se dirigea vers la deuxième chambre pour préparer le lit de sa belle-fille. Catherine, en soulevant le sac du sol, remarqua soudain une carte de visite. Supposant qu'elle était tombée de la poche de son mari, elle la ramassa. Mais à sa surprise, le numéro de téléphone sur la carte lui était inconnu. De plus, au lieu du nom de Mike, la carte portait le nom et le prénom d'une femme. Et si ses affaires avaient été volées à quelqu'un, pensa Catherine. Après tout, elles sont presque neuves. Peut-être qu'une femme les a payées. Il vaut probablement mieux ne pas les jeter, mais appeler ce numéro. La carte de visite, comme les affaires trouvées dans le sac, appartenait à Sarah. Non, elle n'était pas une employée de bureau importante et n'avait rien à voir avec les affaires. Sarah travaillait dans un salon de beauté où clients et collègues la reconnaissaient comme la meilleure styliste, une spécialiste des coiffures. Sarah, comme cela arrive parfois, avait ses clientes régulières qui ne confiaient leurs cheveux qu'à elle. Pour celles qui avaient un jour apprécié son talent et voulaient continuer à faire appel à ses services, Sarah avait préparé des cartes de visite. Elle en gardait quelques-unes dans la poche arrière du jean qu'elle portait à la maison de campagne. Une des cartes était tombée lorsque Catherine examinait les vêtements chez sa belle-mère. Pourquoi pas, pensa Catherine en prenant le téléphone. C'est le soir maintenant, mais il n'est pas encore trop tard. Je vais appeler. Comment se fit-il que Sarah, en répondant à l'appel, appuya accidentellement sur le bouton d'appel vidéo? Personne ne le comprit. Mais après quelques instants, Catherine vit son mari avec sa maîtresse, pour ainsi dire, en pleine lumière. Tandis que Sarah, quelque peu abasourdie, demandait qui appelait. Catherine, silencieusement et presque hébétée, regardait Mike, non pas assis sur une chaise de bureau, mais allongé dans un lit. Finalement, la jeune femme reprit ses esprits et mit fin à l'appel. Les larmes montèrent aux yeux de Catherine, mais elle réussit à retenir l'envie de s'effondrer en pleurant. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda gentiment la belle-mère, revenant dans la pièce où se trouvait la table de fête. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, tout va bien », la rassura Catherine. « Je viens de me souvenir qu'une grande table est réservée au café dans 2 jours. J'ai pensé qu'il serait peut-être difficile d'y travailler le soir. Je n'aime pas ce genre d'événement dans les cafés. Parfois, les clients peuvent être vraiment difficiles. » Voyant sa belle-mère entrer dans la pièce, Catherine décida immédiatement, « Je ne lui dirai rien maintenant. Après tout, ce n'est pas seulement un anniversaire pour Dolores, c'est un jubilé. Pourquoi gâcher l'ambiance festive ?» De plus, selon sa belle-mère, sa cousine et son mari devaient lui rendre visite demain matin. Ils vivaient dans une autre ville. Ils espéraient voyager en voiture, mais celle-ci était encore en réparation, et le train de leur ville ne circulait que les jours impairs. La cousine n'avait donc pas pu se rendre au jubilé. Pendant ce temps, la situation dans l'appartement de Sarah était devenue sérieusement tendue. Au début, Mike ne comprit pas ce qui s'était passé. Il fixait simplement d'un air absent sa maîtresse, qui tenait le smartphone et le regardait avec le même air vide. Finalement, arrachant le téléphone de sa main, Mike regarda le numéro d'où provenait l'appel inattendu. « Tu es folle » murmura-t-il, blêmissant. « Pourquoi as-tu répondu ? Pourquoi as-tu activé l'appel vidéo ? Tu n'as pas vu qui c'était ? Comment étais-je censé connaître le numéro de ta femme, qui est encore ta femme ?» rétorqua Sarah. « Et comment a-t-elle eu mon numéro ? J'ai appuyé sur le bouton vidéo par accident. Ça arrive. Tu ne comprends vraiment pas ce qui vient de se passer ? » Mike éleva la voix. « Sais-tu ce qui va se passer maintenant ? Comment t'attendais-tu à ce que ça se passe ? » La colère s'insinua dans la voix de la maîtresse. « Ça devait finir tôt ou tard. Je suis enceinte de toi et je ne me débarrasserai pas de l'enfant. Tu as vécu avec ta femme pendant plus de 10 ans et vous n'avez jamais eu d'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Quoi ? » demanda Mike, sentant la colère monter en lui. « Que quelque chose ne va pas avec ta Sarah ? Elle n'est jamais tombée enceinte. Elle est anormale, défectueuse, » poursuivit Sarah, essayant de briser Mike et de lui faire ce qu'elle voulait. « Tu n'as qu'à divorcer d'elle, et vite. Elle t'a vu sur mon téléphone et maintenant elle sait tout. Tu n'auras plus de vie avec elle de toute façon. Mais avec moi, tout s'arrangera. »
Peut-être que tu as tout manigancé exprès, suggéra Mike. Et pour ta grossesse, ça reste à confirmer. Quoi? Réfléchis un peu, dit amèrement Sarah. C'est moi qui lui ai donné mon numéro? Qui l'ai prévenu quand t'appelais? Quant à la grossesse, maintenant tu as le choix. Soit tu paies une pension alimentaire, soit nous allons à la mairie. Es-tu saine d'esprit? Tenta de protester l'homme. Moi oui, mais je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, continua Sarah son attaque. Ton entreprise n'en souffrira pas, et avec moi, tu amélioreras ton statut. Pense Y. Soit tout le monde sait que ta femme est serveuse dans un café de seconde zone, soit elle est styliste travaillant dans le salon le plus prestigieux de la ville et elle te donnera même un enfant. Qu'est-ce qui sera le mieux? Personne ne sut combien de temps dura la conversation entre les amants ce soir-là. Quant à Catherine, elle ne put dormir avant minuit. Allongée dans son lit, fixant la fenêtre sombre, elle se remémora des années de vie conjugale, réalisant que maintenant, ce soir, à ces instants où elle avait vu son mari au lit avec sa maîtresse, tout avait changé. Désormais, elle aurait une vie complètement différente et elle devrait la commencer immédiatement. Elle n'avait pas le temps de se préparer. Le matin, elle envoya un texto à Mike pour l'informer du divorce. S'excusant poliment auprès de Dolores pour sa précipitation, Catherine lui rappela qu'elle devait aller travailler ce matin-là. Malheureusement, elle manqua le premier bus. Le second était prévu dans 2 heures, ce qui signifiait qu'elle serait certainement en retard. Elle décida donc de ne pas attendre, mais de se dépêcher pour peut-être attraper le train. On atteignait le quai de la gare en marchant le long d'un haut remblai. Alors qu'il ne restait plus que quelques centaines de mètres jusqu'à la gare, Catherine vit un petit garçon assis près des rails extérieurs, essayant de poser quelque chose dessus. Sachant que l'enfant pourrait être effrayé par l'approche du train et ne pas avoir le temps de se mettre à une distance de sécurité, elle quitta la route, grimpa à travers les hautes herbes et monta sur le remblai. En s'approchant du garçon, Catherine vit qu'il essayait de placer une pièce de monnaie sur les rails. Probablement voulait-il voir ce qui se passerait si un train passait dessus. Pendant que la femme s'approchait du remblai et le gravissait, un train de banlieue apparut au détour d'un virage. Bien que la gare fût très proche, il se déplaçait assez rapidement. L'enfant, absorbé dans son propre monde, ne vit ni n'entendit le train approcher. Il ne reprit ses esprits que lorsque des mains l'attrapèrent et l'éloignèrent des voies ferrées. Et puis, quelques secondes plus tard, le wagon du train passa en vrombissant. « Que se passe-t-il ici » demanda Catherine, essayant de calmer le garçon en pleurs qu'elle tenait près d'elle. « Tu es si grand, et pourtant tu as oublié que les trains se déplacent très vite sur les rails. C'est très dangereux d'être là. S'il te plaît, ne pleure pas. Tu me le promets ? Bon garçon. Où habites-tu ? Laisse-moi te ramener à ta maman et ton papa. Non, je ne leur dirai pas ce qui a failli se passer. Je dirai qu'il n'y avait pas de train du tout. » Catherine comprit que si elle ramenait l'enfant à la maison, elle serait en retard au travail et que cela lui causerait des ennuis, mais elle ne pouvait pas faire autrement. En marchant, le garçon lui raconta qu'il vivait avec son père. Même s'il était petit, il avait beaucoup de responsabilités. Le garçon s'appelait Jacques. Il allait seul au magasin, achetait les provisions, et son père sortait beaucoup moins souvent de la maison car il lui était difficile de se déplacer. La raison était qu'il avait récemment perdu la vue. Son nom était Grégory. Il travaillait comme garde-chasse et ne laissait jamais les braconniers s'en tirer. Les gens le respectaient même pour sa justice. Mais certaines personnes, lui ayant un jour tendu une embuscade, l'avaient frappé à la tête, ce qui l'avait conduit à l'hôpital. Le traitement n'avait aidé que partiellement. Le coup avait provoqué des complications et le père du garçon avait perdu la vue. On dit qu'elle peut être restaurée. Sérieusement, pour de vrai, expliqua Jacques. Mais une telle opération coûte de l'argent. Quand le père entendit que son fils était venu avec une femme et qu'elle l'avait ramené à la maison, il comprit que Jacques avait échappé de peu à un grave problème. Remerciant Catherine pour son aide, l'homme promit de ne pas gronder son fils. « Pourquoi le gronder » sourit faiblement Grégory. « À cet âge, tous les garçons essaient de grimper quelque part. C'est bien que vous ayez vu et compris ce qui se passait. » Après avoir dit au revoir à Grégory, Catherine se dirigea vers la gare. Cependant, bien qu'elle se soit dépêchée, elle manqua quand même le train de banlieue. La seule option restante était un taxi. Bien que cette course menaçât d'être coûteuse, la situation était désespérée. Un jeune homme arriva en moins de 15 minutes. Malgré son âge, le chauffeur semblait bien comprendre les gens et savoir ce qu'on attendait de lui. Il jeta à peine un coup d'œil à la passagère et l'assura qu'il essaierait d'arriver rapidement. Bien que la vitesse soit limitée à certains endroits à cause de travaux, dit-il.
Même s'il n'y avait pas encore de travaux, des caméras avaient été installées, donc il était impossible de faire des excès de vitesse. Catherine n'arriva que quelques minutes en retard au travail, mais ce fut suffisant pour que l'administrateur exprime une fois de plus son mécontentement. Pour une raison quelconque, il s'acharnait depuis longtemps sur la serveuse. Il était toujours mécontent de quelque chose. Environ 1 mois et demi plus tôt, il avait soudainement affirmé que Catherine avait pris du poids et que cela, soi-disant, nuisait au prestige du café. L'administrateur s'appelait Olivier. Essayant de le calmer, Catherine s'était même mise au régime, mais les critiques incessantes n'avaient pas cessé. Forçant un sourire, Catherine servit les quelques clients. Réfléchissant aux événements récents, elle arriva à la conclusion résignée que les problèmes s'abattaient sur elle comme d'une corne d'abondance. Cependant, comme elle se le fit remarquer, corne d'abondance n'était probablement pas le bon mot, car il impliquait quelque chose de bon. En effet, la veille, elle avait découvert que son mari, en qui elle avait toujours eu confiance et qu'elle considérait comme l'homme le plus fiable et le meilleur, l'avait trahi. Le deuxième mauvais événement était son retard au travail aujourd'hui. Elle voulait expliquer les raisons, mais elle comprenait que l'administrateur ne comprendrait pas de toute façon. Il n'aurait pas couru pour sauver un enfant du train, pensa la femme, il n'est pas ce genre de personne. Le soir, le café, comme d'habitude, devint plus animé. À proximité se trouvait un assez bon hôtel. Ses clients y passaient souvent du temps jusqu'à tard dans la soirée. Parmi eux se trouvaient des hommes d'affaires, des fonctionnaires d'autres régions et parfois des étrangers venus en ville pour des affaires spéciales. Ce fut la même chose ce jour-là. Bien que Catherine fût complètement épuisée le soir, l'administrateur n'en tint pas compte, ou au contraire, lui suggéra de servir une table occupée par des clients étrangers. Habituellement, le soir, de telles tables étaient servies par une serveuse qui ne commençait pas le matin mais arrivait plus tard. Mais quelques jours plus tôt, l'une des filles avait démissionné. Catherine devina alors que Selena était partie uniquement à cause de l'administrateur qui trouvait à redire à littéralement chacun de ses pas. Comme aucun remplaçant n'avait encore été trouvé, les serveuses restantes devaient travailler 2 fois plus dur. Bien qu'on leur ait dit que cela se reflèterait sur leur salaire, cela ne rendait pas les choses plus faciles. Ce soir-là, Catherine dut servir la table des étrangers. Cependant, il y avait aussi quelqu'un de la région parmi eux. En passant et en se dirigeant vers une table où un jeune homme et une jeune fille venaient de s'asseoir, elle remarqua que l'un des étrangers, se tournant vers la personne assise à sa gauche, écoutait attentivement. À ce moment, l'homme sortit rapidement une petite fiole de sa poche, ouvrit le bouchon et la tendit vers l'assiette de son voisin. « Essaie-t-il de l'empoisonner » pensa Catherine avec horreur. S'approchant légèrement de la table, la serveuse bouscula nonchalamment la main de l'homme tenant la fiole. Surpris, l'homme la laissa tomber. La fiole tomba, et on entendit le bruit doux du verre qui se brise. « Qu'est-ce que cela signifie » s'exclama l'étranger indigné. « Comment vous comportez-vous ainsi » Il parlait bien que son accent déformât légèrement sa prononciation. Les autres personnes à la table, également abasourdies par ce qui s'était passé, exigèrent une explication. L'administrateur apparut comme sorti de nulle part et commença à calmer les clients, leur assurant que tout cela n'était qu'un accident, et appela immédiatement la dame fautive. « Vous agressez les gens » siffla-t-il doucement, mécontent et en colère. « Avez-vous perdu la tête ? Peut-être devrions-nous vous retirer votre prime. Peut-être qu'alors vous vous souviendrez comment ne pas vous comporter. » Catherine essaya d'expliquer ses actions, de parler de l'homme à la fiole. Cependant, l'administrateur ne voulut rien entendre. Quant aux étrangers, ils refusèrent de comprendre quoi que ce soit. Après avoir payé leur addition, ils quittèrent le café. Quand tout le monde dans la salle se fut un peu calmé, l'administrateur suggéra à Catherine de venir dans l'arrière-salle. Là, encore une fois, sans se retenir, il se mit à la gronder pour ce qu'elle avait fait. Catherine décida qu'il valait mieux ne pas discuter ni essayer de prouver quoi que ce soit. De cette façon, il se calmerait plus vite. C'était toujours comme ça avec lui. Et c'est ce qui arriva. Après lui avoir promis qu'elle serait renvoyée pour la prochaine faute grave, l'administrateur partit dans la salle. Le service se termina enfin. Catherine n'avait pas envie de rentrer chez elle. Mike, son mari, qui l'avait trompée, l'Y attendait, et une conversation désagréable s'annonçait. Mais Catherine pensa qu'elle avait déjà traversé trop d'épreuves aujourd'hui. Disant au revoir à ses collègues, elle quitta le café et décida soudain qu'elle devait maintenant agir de manière décisive. Il n'était pas nécessaire de se disputer ou de déclencher un scandale. Après tout, elle n'était coupable de rien. Et si Mike essayait de se justifier, elle ignorerait ses paroles. Elle pourrait simplement lui dire qu'il était excellent au lit avec sa maîtresse,
et elle devrait le dire avec l'expression la plus sérieuse possible. Catherine partit d'un pas déterminé dans la bonne direction, mais avant qu'elle n'ait fait 5 pas, l'homme qui se tenait à l'entrée du café lui demanda de s'arrêter. C'était le même étranger dont le voisin avait essayé de glisser quelque chose dans son assiette. L'homme d'affaires parlait bien. Il remercia Catherine et admit qu'il n'avait jamais soupçonné qu'il pouvait y avoir des gens dangereux dans cette ville, et aussi que de telles personnes venaient même de l'étranger. « Je ne sais même pas ce qu'il y avait dans cette petite bouteille, » dit-il. « Je suppose qu'il aurait vraiment pu y avoir du poison, mais j'espère que ce n'est pas le cas. » Catherine écouta et l'assura qu'elle l'espérait aussi. À son avis, l'administrateur n'aurait pas dû laisser passer cela. Après tout, le contenu de la fiole, qui s'était retrouvé sur le sol, aurait pu être recueilli par la police. L'analyse n'aurait probablement pas été difficile. L'étranger fut d'accord, mais dit que puisque tout cela était du passé, il valait mieux ne pas revenir sur le sujet, d'autant plus que tout s'était bien terminé. « Vous rentrez chez vous ?» demanda-t-il. « Laissez-moi vous raccompagner. » Au début, Catherine essaya de refuser, mais ensuite elle se dit « Pourquoi pas ? Rien de mal n'arriverait, et si Mike la voyait sortir de la voiture, cela pourrait être désagréable pour lui. » Et elle voulait vraiment que son mari éprouve au moins 1/1000 de ce qu'elle avait enduré. Mike sortait juste sur le balcon. Il vit effectivement Catherine sortir de la voiture étrangère qui s'était arrêtée presque en face de l'entrée. Bien qu'il fût au 6e étage, il réussit à voir le sourire sur son visage, mais il ne put entendre ses paroles. Bien sûr, il ne lui restait donc plus qu'à imaginer. Dès que Catherine entra dans l'appartement, Mike, furieux, lui fit une scène de jalousie. Cependant, il ne parvint à obtenir aucune réaction de sa part. Catherine resta patiemment silencieuse. Et quand il fut à bout d'arguments, elle lui rappela calmement la veille. « Mon smartphone ne montre pas seulement les vidéos pendant les appels, mais il les sauvegarde aussi, » mentit-elle. « Donc, j'ai toujours les images d'hier. Je ne pense pas que le divorce sera un problème. » Elle sourit une seconde. « Oh, et j'ai failli oublier. Je ne l'ai pas encore montré à ta mère. C'est probablement une erreur. Qu'en penses-tu ? » « Eh bien, fut tout ce que Mike put dire. Faisant plusieurs fois les 100 pas, il s'arrêta près de l'armoire. Jetant quelques chemises et d'autres affaires dans son sac, il se dirigea vers la porte. « Tu veux aussi laisser tes affaires dans la cave de la maison de campagne de ta mère ?» lâcha Catherine, sans savoir pourquoi. « À côté du sac avec les baskets, les jeans et les maillots de bain de ta maîtresse. Sarah, je crois qu'elle s'appelle. » Au lieu d'une réponse, elle n'entendit que le bruit de la porte d'entrée qui claquait. Restée seule, à sa propre surprise, elle se calma. Et soudain, elle réalisa que tout n'était pas si noir dans sa vie. Quant au divorce, eh bien, que pouvait-on faire d'autre maintenant ? Beaucoup de femmes passent par là et rien de terrible n'arrive. Le lendemain, Catherine revit l'étranger au café, celui à qui elle avait parlé la veille. Cette fois, Harry, comme l'homme d'affaires s'était présenté, était seul. Il vint au café 1 heure avant la fin de son service, puis, tout comme la veille, lui proposa de la raccompagner chez elle. Cette fois, ils eurent une conversation vraiment intéressante. L'homme expliqua que son entreprise était liée à des cliniques, tant existantes que nouvellement ouvertes à l'étranger. Et dans cette ville, il voulait également établir une clinique, en commençant par une, puis d'autres. Sa tâche principale était maintenant d'obtenir un terrain pour la construction. À la maison, Catherine trouva son mari. Mike, comme la veille, debout sur le balcon, avait vu la voiture s'arrêter et sa femme en sortir. Il savait que la voiture appartenait à l'étranger. Et ce qui le contrariait le plus, c'est que ce Harry, comme les locaux l'appelaient, était un concurrent sérieux pour lui. Des connaissances disaient que les autorités de la ville étaient plus susceptibles d'allouer un terrain pour une clinique que pour les objectifs flous que Mike avait mentionnés. Mais la vérité était simple. Mike avait des informations selon lesquelles, sur le terrain en question, d'ici 2 ans au plus, une entreprise de construction prévoyait de construire plusieurs immeubles de 17 étages. Alors Mike et 2 autres hommes d'affaires gagneraient beaucoup d'argent en revendant ce terrain et plusieurs autres. Ils ne parvinrent pas à convaincre l'homme d'affaires étranger. Le repousser par d'autres moyens s'avéra également impossible. Il ne restait qu'une seule solution, se débarrasser tout simplement de Harry. Cependant, ce n'était pas facile. L'étranger était très prudent. Mais c'est alors qu'un certain Nicholson, également un homme d'affaires étranger, apparut. Il gardait depuis longtemps une rancune contre Harry. Les partenaires de Mike rencontrèrent Nicholson. Ce dont ils discutèrent est inconnu, mais le résultat fut un incident au café où cet homme d'affaires étranger, essayant également de s'installer dans la ville convoitée par Harry,
tenta de glisser une drogue à l'homme d'affaires Prosper qui, au mieux, l'aurait neutralisé pour longtemps. Catherine, bien sûr, ne savait rien de tout cela. Mais Mike, la voyant avec Harry, était hors de lui. Il réussit même à oublier sa liaison avec Sarah et le fait que sa femme l'avait surpris en flagrant délit. Elle tenta de rappeler à Mike son infidélité et qu'un divorce était imminent, mais cela n'eut aucun effet sur lui. Il l'accusa de tous les péchés, se remémorant des occasions où sa femme, alors qu'elle était en groupe avec lui dans un restaurant ou en vacances, était trop engagée dans une conversation avec un homme. Finalement, Catherine se lassa du scandale et, essayant de ne pas écouter son mari, commença à emballer les affaires dont elle pourrait avoir besoin bientôt. « Où vas-tu » demanda Mike d'un air soupçonneux. « Chez ce Harry » ? « Malheureusement, non, répondit-elle sans se retourner. « Je ne supporte plus tes bêtises. De plus, c'est dégoûtant. Chaque fois que je me souviens de cet appel vidéo où tu étais au lit avec ta maîtresse, j'ai la nausée. Donc, je vais chez une amie. Tu te souviens de Mindy ? Elle est seule en ce moment. Son mari est en voyage d'affaires et les enfants sont chez leurs grands-parents pour l'été. » Après le départ de sa femme, Mike resta un moment dans la pièce, puis sortit sur le balcon. Il soupçonnait que Catherine n'était pas réellement allée chez son ami, mais chez ce maudit étranger qui ruinait une affaire très rentable pour lui. Regardant sa femme, qui était sortie de l'entrée et se dirigeait vers le passage entre les bâtiments, il maudit Harry et Catherine avec ces derniers mots. Mike pensait probablement maintenant que c'était sa femme qui avait le plus perturbé son affaire. C'est du moins ce que disait Nicholson, qui était censé glisser du poison dans le plat de Harry. Peu à peu, les pensées de Mike se tournèrent vers des sujets plus agréables. Il réalisa finalement que ce soir, il pouvait aller chez Sarah sans aucun risque ou l'appeler chez lui, car un studio dans un immeuble qui était autrefois un foyer familial à l'ancienne époque était bien pire qu'un appartement normal. Et personne ne regarderait Sarah comme la veille. Une femme l'avait littéralement dévisagé alors qu'il marchait dans le couloir du 2e étage. Sarah semblait attendre son appel avec impatience et accepta sans hésitation de passer la nuit chez lui, mais lui demanda de venir la chercher. Les jours suivants, Harry attendit Catherine tous les soirs aux portes du café, et le week-end, ils visitèrent diverses expositions. Certes, Catherine comprenait peu de choses aux peintures, mais l'étranger était assez connaisseur en art et lui servait de guide. Ils allèrent également au restaurant le plus prestigieux de la ville, où Catherine avait autrefois longtemps voulu travailler. Mike finit par apprendre que sa femme passait toutes les soirées avec l'homme d'affaires étranger qu'il haïssait. À ce moment-là, il s'était calmé à propos du divorce. De plus, il devait penser à la grossesse de Sarah, soupçonnant qu'aucune ruse ne l'aiderait et qu'il devrait partager l'appartement lors du partage des biens. Calculant les pertes, Mike envisagea d'acheter un nouveau logement pour y installer sa maîtresse. Et il n'oubliait pas le maudit étranger qui non seulement ruinait son affaire lucrative, mais lui volait maintenant sa femme juste sous son nez. Malgré le divorce inévitable, Mike espérait secrètement que tout finirait par s'arranger. Catherine changerait d'avis sur le divorce et Sarah, soit elle changerait d'avis, soit elle avorterait. Ou, très probablement, elle aurait pu mentir sur sa grossesse juste pour le lier. Pesant le pour et le contre, Mike conclut que le principal obstacle dans sa vie était cet étranger. S'il se débarrassait de lui, la barrière à une affaire réussie disparaîtrait et, très probablement, Catherine, lui ayant pardonné pour cette Sarah maintenant quelque peu agaçante, reviendrait et ne se souviendrait pas de cet appel malheureux. Malheureusement, il y avait des difficultés à se débarrasser de Harry. Après l'incident au café, Nicholson s'est dégonflé et a refusé de faire quoi que ce soit. De plus, l'homme d'affaires étranger Prosper essayait de garder ses distances avec lui. Il ne restait qu'une seule option. Mike avait une connaissance qui travaillait autrefois comme extorqueur. Bien qu'il ait exigé un prix exorbitant pour son service, il semblait n'y avoir nulle part où se tourner. Ce soir-là, après une autre promenade en ville, Harry, qui courtisait sérieusement Catherine, l'accompagna jusqu'à l'entrée de l'immeuble où vivait son amie. À peine la porte s'était-elle refermée derrière elle, il repartit le long de son itinéraire habituel. Soudain, 3 hommes se détachèrent des voitures garées. Carlos, le nom de la connaissance gangster de Mike, décida de tout régler discrètement, sans utiliser d'armes à feu. Cependant, il s'était lourdement trompé. L'étranger se révéla non seulement courageux, mais aussi très versé dans les techniques d'autodéfense. En conséquence, il fallut moins d'une demi-minute pour que les 3 agresseurs soient étendus sur l'asphalte. « Vous feriez mieux d'appeler une ambulance », suggéra Harry à Carlos qui essayait avec difficulté de se relever. « Vos amis ont probablement des commotions cérébrales, et l'un d'eux semble avoir un bras cassé. »
Pour une raison inexplicable, Harry décida que Catherine était responsable de cette attaque. Analysant les événements précédents et l'intérêt évident de la femme pour lui, l'homme d'affaires conclut d'une manière ou d'une autre qu'elle avait organisé l'attaque avec les gangsters pour son argent de poche. Selon lui, elle allait donner de l'argent aux agresseurs, mais garder ses 3 cartes bancaires, dont, comme Harry le réalisa, elle avait appris les codes peints en le regardant les manipuler. Le lendemain de l'attaque, Catherine l'appela comme d'habitude, mais l'homme d'affaires répondit que leur relation était terminée et lui demanda de ne plus le déranger. Dire que Catherine était profondément bouleversée serait un euphémisme. Elle aimait vraiment Harry, mais elle ne pensait pas à son argent. Heureusement, la mère de Mike l'aida à se distraire. Elle passait toujours la plupart de son temps à la maison de campagne et venait d'inviter sa belle-fille à vivre avec elle pendant un certain temps. « Tu devais partir en vacances », lui rappela sa belle-mère. « C'est l'occasion de te reposer. » Dolores ne savait rien du divorce imminent. Comme Catherine l'avait compris depuis longtemps, c'était une femme très gentille et elle ne voulait pas la contrarier prématurément. Catherine arriva au village le lendemain matin. Elle partait en effet en vacances la semaine suivante et décida d'accepter l'invitation. Elle pensa qu'elle pourrait prudemment raconter à Dolores ce qui s'était passé demain ou le surlendemain. Dolores devrait comprendre, mais que se passerait-il ensuite? Catherine essaya de ne pas y penser. Après être arrivée chez sa belle-mère et avoir discuté un moment, Catherine alla au magasin faire des courses. En sortant, rencontra le même garçon, Jacques, qu'elle avait sauvé sur la voie ferrée. Elle attendit qu'il ait fini ses courses, puis, ensemble, ils rendirent visite à son père. Pendant ce temps, en utilisant ses propres sources, Harry réussit tout de même à découvrir qui l'avait attaqué et qui était derrière tout ça, puis déposa une plainte à la police. Mike fut arrêté le lendemain même. Les agresseurs furent également arrêtés, ainsi que Nicholson. « Non, nous n'avons pas besoin de nous voir », déclina Catherine l'offre de Harry. « J'étais intéressé par toi, mais ce n'est pas de l'amour. Désolé si je t'ai donné de l'espoir sans le vouloir. Je ne le voulais pas. Qui alors ?» Elle marqua une pause de quelques secondes. « J'ai quelqu'un à qui je veux lier ma vie, mais malheureusement, il ne va pas bien. J'essaie d'aider, mais ça ne marche pas beaucoup. » Catherine raconta à l'étranger l'histoire du garçon Jacques et de son père, Grégory. L'homme d'affaires écouta sans l'interrompre, ne posant que quelques questions de clarification. La situation de l'ancien garde-chasse inquiétait vraiment Harry. De plus, il sentait que Catherine, qu'il avait tenté de courtiser et qu'il avait un temps soupçonné d'avoir organisé l'attaque contre lui, était sincèrement préoccupée par le sort de Grégory. « Comment puis-je vous trouver dans ce village ?» demanda Harry. « J'aimerais aider cette personne. »« Appelez-moi simplement quand vous partirez, » répondit-elle. « Je sais combien de temps dure le trajet, donc je vous attendrai au centre, près de la gare routière. » Harry vint au village le jour même. Il passa prendre Catherine, ensemble, ils se rendirent au domicile de l'ancien garde-chasse. Après avoir parlé de quelque chose avec Grégory, il lui demanda de l'aider aux préparatifs. « Où voulez-vous l'emmener » demanda Catherine. « À la clinique où il pratique de telles opérations dans votre ville » expliqua l'étranger. « J'ai suggéré à Grégory d'aller dans mon pays pour s'y faire opérer, mais il refuse. De plus, il n'a pas de passeport et en obtenir un prend du temps. S'il vous plaît, dites-moi, pourquoi faites-vous cela » demanda Catherine, en essayant de ne pas le regarder dans les yeux. « Pourquoi » Harry sourit faiblement. « Parce que je vois ce que vous ressentez pour lui. De plus, je sais que vous avez un divorce qui approche dans les prochains jours, et que votre mari est actuellement en état d'arrestation. Je suis désolé pour lui, mais je n'y suis pour rien. Je n'ai ni commandé ni préparé la tentative d'assassinat. Je sais, et la raison du divorce n'est pas du tout l'attaque. Il m'a simplement trompé. Et c'est arrivé presque sous mes yeux, dit Catherine, et elle raconta à l'étranger l'histoire de l'appel vidéo. Mon, disons, ex-mari a été très malchanceux, continua Catherine. Lors d'une de nos dernières conversations, il m'a fièrement annoncé que sa maîtresse était enceinte de lui et a ajouté que je n'avais pas réussi à tomber enceinte pendant toutes ces années. Quelques jours plus tard, il s'est avéré que Sarah l'avait simplement menée en bateau. Il n'y avait pas de grossesse du tout. Elle ne voulait que son argent. Elle s'attendait à ce qu'après le divorce avec moi, Mike l'épouse immédiatement et qu'elle vive sans souci dans un grand appartement moderne, conduise une voiture chère et passe des vacances dans les meilleures stations balnéaires. Oui, nous avons aussi des femmes comme ça ici, sourit l'homme d'affaires. Alors, allons-nous à la clinique où Grégory va se faire opérer maintenant ? Quoi ? S'étonna Catherine. Oui, je paierai tout. Pourquoi ? Je veux vraiment que tout aille bien pour vous et lui.
Et ce n'est pas seulement parce que vous m'avez sauvé la vie au café. Je n'ai tout simplement jamais rencontré une femme comme vous. Malheureusement, les sentiments ne sont pas réciproques. Harry se tut un instant, puis ajouta, et j'espère que vous prendrez soin du garçon. Oui, je le prendrai chez moi. Je vis toujours dans cet appartement de 3 pièces pour l'instant. Le partage des biens n'est pas encore terminé. Mike a signé un document et maintenant ses intérêts sont représentés par sa mère. Dolores espère toujours que tout rentrera dans l'ordre et qu'après que Mike aura purgé sa peine, nous serons de nouveau ensemble. Honnêtement, j'ai de la peine pour elle. Un mois s'est écoulé depuis. L'ancien garde-chasse a été opéré. Sa vue est revenue. Mike a été condamné à 4 ans de prison. Leurs biens ont été partagés. Malgré les protestations de Dolores, le grand appartement a été vendu, ainsi que le très prestigieux SUV de Mike. Catherine a expliqué sa décision de vendre le logement en disant que l'entretien d'un si grand espace coûtait beaucoup d'argent et qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre un tel luxe. Son ancienne belle-mère l'appelait tous les jours, exhortant Catherine à attendre Mike, disant qu'il n'était pas trop tard pour avoir un bébé même alors, et qu'elle pourrait enfin tenir dans ses bras son petit enfant tant attendu. « Laisse-moi te rendre visite demain, et nous pourrons parler », proposa Catherine à son ancienne belle-mère. Elles s'assirent sur la véranda de la petite maison coquette, Catherine parlant et Dolores écoutant sans l'interrompre. « Tu te souviens quand j'ai trouvé un sac de vêtements de femme dans la cave? Il y avait aussi une carte de visite ?» La femme raconta tous les détails. Dolores écouta attentivement, mais à un moment donné, elle demanda à nouveau. « Alors, as-tu vraiment encore cette vidéo? Si oui, s'il te plaît, supprime-la. » « Non, » répondit Catherine. « J'ai dit ça juste pour qu'il arrête de chercher des excuses et trouve le courage d'avouer. »« Je vois. »« Eh bien, s'il te plaît, rends-moi visite de temps en temps, » demanda l'ancienne belle-mère. Au moment de se dire au revoir, elle dit, « Tu as été comme une fille pour moi toutes ces années. Je me sens seule. Appelle-moi. »« D'accord, » accepta Catherine. « Ne sois simplement pas en colère contre moi. Je n'y suis pour rien. » 2 mois de plus passèrent. Pendant ce temps, Grégory, sorti de l'hôpital, retrouva la santé et réussit à trouver un emploi. Et 1 mois plus tard, ils se marièrent. Grégory vendit sa maison dans le village et ils ajoutèrent de l'argent pour acheter une nouvelle maison et une voiture. Moins d'1 an plus tard, ils eurent une fille.